Nous sommes de retour chez Lamborghini, mais cette fois pour conclure un accord avec eux. Nous l'avons tous fait, n'est-ce pas? Acheter une voiture qui n'a absolument aucun sens sur le plan financier. Mais c'est ce que nous faisons les passionnés d'essence. Et c'est exactement ce que j'ai fait lorsque j'ai dépensé 100 000 livres sterling pour cette Lamborghini Murcielago, qui a été laissée à l'abandon pendant plus de 7 ans. Nous avons découvert en cours de route que le moteur avait été mal construit. Ils l'ont littéralement serré au doigt. Elle cachait également une carrosserie douteuse sous l'emballage. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Et un tas d'autres réparations vraiment douteuses. Regardez-moi ça, il y a même un trou ici. Mais c'est la voiture de mes rêves. Et que cela ait un sens ou non, je suis déterminé à reconstruire cette Lamborghini. Tada! Et le fait que mon père m'aide tout au long du chemin rend cette construction encore plus spéciale. Mais nous allons avoir besoin de l'aide de Lamborghini, et c'est pourquoi je suis venu aujourd'hui. Okay. Lamborghini a en fait accepté notre petit marché, et ce qui se trouve dans cette boîte pourrait me faire économiser des milliers de livres. Mais pour l'instant, nous devons nous occuper d'un moteur. Maintenant que nous avons synchronisé le moteur dans la dernière vidéo, les ordinateurs de la voiture doivent savoir que le moteur est synchronisé, afin de savoir quand injecter le carburant et quand l'allumer. Pour ce faire, il utilise un capteur de position de cam. Et ce pointeur communique avec les capteurs de position de cam qui se trouvent juste ici. Ils sont juste là. Selon le manuel de réparation de la Murcielago, le pointeur à l'extrémité de la cam doit être dirigé vers le capteur de cam lorsque le piston numéro 1 est à 30 degrés avant le point mort supérieur. Nous allons donc faire tourner le moteur pour qu'il soit à 30 degrés avant que je puisse ajuster ce pointeur en place et faire glisser le capteur de position de cam pour voir s'il s'aligne. Et c'est le cas, ce qui signifie que nous pouvons tout resserrer. Tout est programmé et prêt à fonctionner. Il ne nous reste plus qu'à commencer à boulonner l'ensemble et à vérifier si ce que nous avons fait est vraiment bon. On va voir ce que ça donne. Nous sommes en train de sceller le moteur. Les caches-culbuteurs sont posés à gauche et à droite, ainsi que les joints d'étanchéité et les joints de capteur de cam. Je vais maintenant brancher les capteurs au moteur. Ils sont fixés au bloc inférieur du moteur et envoient un signal à l'ECU si l'un des cylindres cogne. Je dois donc m'assurer qu'ils sont placés au bon endroit. Ensuite, il y a le filtre à huile et le boîtier du filtre à huile à boulonner. Oui, je vais avoir besoin d'un ouvre-filtre à huile, mais nous y reviendrons. Une fois que tout est en place, nous pouvons enfin retirer le moteur de son support et le suspendre à l'aide du palan à moteur. Maintenant, nous pouvons accéder au joint principal du moteur et le remplacer. Et quelque part parmi les boîtes dans mon atelier, j'ai trouvé un démarreur que nous pouvons également boulonner au moteur. Lorsque nous avons acheté la voiture, elle n'avait pas de volant d'inertie. Mais j'ai réussi à obtenir un volant d'inertie reconditionné et un embrayage en Kevlar, le tout envoyé par une société appelée Reeves Knights. Je pense que je prononce correctement. Le tout pour un total de 2000 livres. Pour l'embrayage et le volant d'inertie. Le tout est livré avec tous les boulons, donc c'est absolument génial. Et ça devrait aller comme ça. Ce volant d'inertie est en fait un volant d'occasion tout neuf. Il a été refait, il devrait donc être comme neuf. Il y a des plaques spéciales qui se déplacent avant les boulons et ensuite je dois serrer les boulons selon la procédure indiquée dans le manuel. Et une fois que les boulons sont serrés, on est censé renverser la plaque qui se trouve derrière les boulons et qui serre en quelque sorte le boulon et l'empêche de se desserrer. Mais je n'arrive pas à imaginer comment cela fonctionne. Et voilà. Il y a une dernière chose qui nous manque. Nous avons obtenu un nouveau roulement auprès du magasin de roulement. Mon père y est allé. 5 livres pour un nouveau roulement, alors que chez Lamborghini, c'était 15 livres. Nous avons donc économisé une dizaine de livres. Un roulement neuf et la pièce annulaire sont installés. C'est comme aller chez le bijoutier. Un embrayage d'une valeur de 2000 livres sterling. Il est bon pour environ une quinzaine de kilomètres. Tout a été équilibré. Et nous nous assurons que le plateau de pression est bien aligné avec le moteur. Ainsi, nous n'aurons pas d'oscillation.
En fait, vous êtes censé utiliser un outil spécial d'alignement de l'embrayage pour vous assurer que l'embrayage repose parfaitement au centre du volant moteur. Mais comme nous n'en avions pas, nous avons réussi à en fabriquer un avec une rallonge et une douille. Car je suis sûr que beaucoup d'entre vous qui ont déjà changé des embrayages à la maison ont fait la même chose. L'embrayage et le plateau de pression sont en place. Alignés, c'est ce que nous pensons. Et la prochaine étape excitante... La prochaine étape est que nous allons retirer la boîte de vitesse manuelle du support, qui en fait, nous l'avons découvert dans un épisode précédent, était une boîte de vitesse automatique convertie en boîte de vitesse manuelle. Parce qu'elle a un trou supplémentaire ici, que nous allons devoir remplir avec quelque chose, et nous allons la boulonner, et nous aurons comme un moteur et une boîte de vitesse complet. Ce qui est assez excitant. Ouais, j'ai fait le plein. Un autre moment monumental. La boîte de vitesse est boulonnée au moteur de la voiture. Maintenant que nous l'avons mis en place, il ne nous reste plus qu'à serrer tous les boulons du carter d'embrayage. Et il y a une chose que je mourrais d'envie de découvrir. Une chose que nous ne savons pas, maintenant que tout est réuni, c'est si le moteur du démarreur fonctionne. Ce que nous voulons éviter, c'est de devoir ressortir le moteur une fois installé. Alors nous devons être sûrs à 100% que le moteur du démarreur fonctionne. Donc, nous avons un bloc de jonction et un tas d'autres choses que nous allons mettre sur le moteur du démarreur. Ensuite, nous allons mettre la terre par ici. Voici un petit interrupteur. L'un d'eux va aller sur le positif, l'autre sur le négatif de l'interrupteur. On le met en marche. Est-ce qu'il est au point mort? Il va pas se mettre à rouler, j'espère. Ok, donc, ça devrait faire démarrer le moteur. C'est pas bien branché, on dirait. Non. Voilà. Ouais? Ouais. Ok. Hey! Ok, c'est bon, il y a du lubrifiant d'assemblage dedans et le moteur du démarreur fonctionne. Vous pouvez l'écouter. Au moins, le démarreur fonctionne et le moteur tourne. Il n'y a pas de rebondissement sur le piston, n'est-ce pas? Non. On est bon. Et ça marche. La science. Les choses se présentent bien. Et nous avons déjà bien progressé. Il est maintenant temps de commencer à boulonner tous les accessoires de la voiture, comme la pompe à eau et le boîtier du thermostat, que je suis en train de faire en ce moment. Puis les deux supports du moteur, côté gauche et côté droit de la voiture. Et je dirais que nous nous débrouillons plutôt bien pour des gens qui n'ont jamais construit de moteur Lamborghini auparavant. Cet énorme amas de métal est la pompe de direction assistée et le compresseur de climatisation. Oui, une Lamborghini de 2002 a bien une climatisation. Et puis, un dernier tendeur qui se boulonne ici. Laissez-moi vous parler de l'accord que j'ai passé avec Lamborghini au début de cette vidéo. Depuis que j'ai récupéré la voiture, le tableau de bord n'a pas fonctionné. Et apparemment, les anciens propriétaires n'ont pas réussi à faire démarrer la voiture correctement. Alors, un tableau de bord tout neuf de chez Lamborghini me coûterait 3400 livres TTC. Alors, je voulais vraiment éviter d'en acheter un. Par ailleurs, vous vous souvenez peut-être que nous avons commandé une pompe à huile toute neuve à Lamborghini parce que nous n'avions pas confiance dans la façon dont l'ancienne avait été reconstruite. Mais après l'avoir commandée, l'attente a été de plus en plus longue. Et nous avons fini par reconstruire celle que nous avions. J'ai donc proposé à Lamborghini d'annuler ma commande de pompe à huile et de transférer l'argent que j'avais utilisé pour la payer pour acheter un nouveau tableau de bord. Normalement, ils n'auraient pas accepté cela parce qu'il s'agissait d'une commande spéciale, mais en l'occurrence, ils l'ont fait. Et à l'intérieur de cette boîte, nous avons enfin un tableau de bord tout neuf. Regardez-moi ça. Après tous les tracas que nous avons eus avec l'ancien. Mais malheureusement, ce n'est pas aussi simple que ça. Dès mon retour, j'ai déballé le paquet pour découvrir qu'à l'arrière, la prise, le connecteur ici est complètement différent du connecteur qui se trouve sur mon combiné d'instruments. Alors j'ai vérifié plusieurs fois le câblage derrière mon tableau de bord pour voir si quelqu'un n'avait pas modifié les prises ou changé le connecteur. Mais tout semblait normal. Ces connecteurs en bas ont l'air presque trop beaux pour être autre chose que les originaux de Lamborghini. Et cette prise est définitivement d'origine. Et Lamborghini est sûr à 100% de m'avoir envoyé le bon tableau.
Ils l'ont fait correspondre à mon numéro de châssis. Alors, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, j'ai découvert ceci. Si vous vérifiez ces horloges, elles affichent les miles par heure, alors que mes anciennes horloges affichent les kilomètres par heure. Après quelques recherches, il s'avère que toutes les Lamborghini Murcielago de 2002 n'ont été fabriquées qu'avec des horloges affichant les kilomètres par heure, et que tous les modèles postérieurs à 2002 ont été fabriqués avec un tableau complètement différent derrière le tableau de bord. Et le tableau en question, avec les prises dont j'ai besoin, n'est plus disponible. Donc, si vous aviez une Lamborghini Murcielago 2002 et que vous vouliez que votre tableau indique les miles par heure et non les kilomètres par heure, vous devriez acheter ceci. Cet adaptateur de câble juste ici convertit cette prise à la prise bleue qui se trouve à l'arrière de tous les tableaux de bord à partir de maintenant. Et laissez-moi vous montrer quel prix il demande pour ça. 1666,40 livres sterling, plus la TVA. Donc, si je veux que cela fonctionne, j'en suis à plus de... environ 6000 livres sterling et je sais toujours pas quoi faire. Nous devons absolument faire fonctionner les anciens. De plus, lorsque le tableau de bord fonctionnera, enfin, nous n'avons toujours aucune idée du kilométrage de cette voiture. Et la seule façon de le savoir est de l'examiner à l'aide de l'application Car Vertical. Voici le rapport que j'ai obtenu pour la Lamborghini Murcielago. Tout semble en ordre dans le rapport, et quand on arrive au graphique du kilométrage, le dernier kilométrage enregistré était d'environ 125 000 km en 2009. Je dirais donc que nous attendons environ 128 000 km, en croisant les doigts. Et je sais que vous m'entendez parler sans cesse de Car Vertical, mais c'est vraiment un très bon produit, non seulement pour me soutenir, moi et ma chaîne, mais aussi pour vous aider tous ceux qui regardez. Voici un exemple de rapport. Je peux voir si la voiture a été impliquée dans des écarts de kilométrage, si elle a été volée, si elle a eu un accident ou si elle a un crédit en cours. Le rapport me donne une foule d'informations, y compris les relevés de kilométrage. Et pour ce Range Rover en particulier, il est indiqué qu'il a été endommagé. Je peux même faire défiler le rapport pour voir les photos de la vente aux enchères de la voiture sur le site web de vente aux enchères de voitures accidentées. Alors s'il vous plaît, la prochaine fois que vous allez acheter une voiture, vérifiez-la d'abord en utilisant Car Vertical avec le lien dans la description et en utilisant le code MAT, vous obtiendrez une réduction sur cette vérification. Qui sait combien d'argent cela pourrait vous faire économiser? Le moteur et la boîte de vitesse sont absolument énormes. Et tout cela doit être monté tel quel, parce qu'il est très difficile de travailler autour. Même si le compartiment moteur est énorme, une fois qu'il sera en place, je suis sûr qu'il sera très étroit et très compact. Et nous devons installer le collecteur d'échappement avant de mettre le moteur en place, parce que le côté de la paroi du moteur sera tellement difficile à glisser une fois que le moteur sera en place. Quant au collecteur d'échappement, l'un d'entre eux est ici, et disons que celui-ci va aller de l'autre côté. Mais entre le collecteur d'échappement et le bloc du moteur, il y a 12 de ces joints, un pour chaque cylindre. Et, eh bien, nous n'en avons qu'un. Je viens d'appeler Lamborghini, et ils veulent 333 livres pour 12 de ces joints, et ce ne sont que des petits matériaux métalliques. Ils peuvent les avoir demain, mais nous voulons monter le moteur aujourd'hui. Donc, la seule solution que nous avons est d'envoyer Fabien chez un spécialiste pour obtenir une feuille de métal à partir de laquelle nous devrions être capables de fabriquer ces petits joints d'échappement. Facile. Vas-y, Fabien. En attendant que Fabien aille chercher la marchandise, nous avons beaucoup d'autres choses à faire. L'une d'entre elles étant le différentiel arrière. Celui-ci se fixe directement au moteur et nous sommes presque sûrs que nous devrions le boulonner avant de le mettre dans la voiture. Et après cela, pour entraîner tous les accessoires, nous aurons besoin d'une courroie auxiliaire. Lamborghini demande 90,08 livres sterling plus la TVA pour une courroie auxiliaire et vous pouvez déjà le deviner, nous en avons trouvé une beaucoup moins chère sur eBay pour 13,49 livres sterling. Il ne reste plus qu'à espérer qu'elle fonctionne. Et la courroie est installée, c'est parfait. Super! Et heureusement pour nous, c'était la bonne taille. Il a été assez facile de comparer les courroies auxiliaires. Il nous a suffi de trouver la longueur de la courroie d'origine et le nombre de nervures qu'elle comportait. Une fois l'alternateur installé et le tendeur serré, la courroie était en place et le moteur était presque prêt. Très bien. Maintenant, tout est allumé. Et nous devons prendre une décision. Mon père pense qu'il irait probablement mieux dans la voiture sans le collecteur d'admission.
Mais moi je pense qu'il sera plus facile de le mettre en place maintenant. Nous verrons bien, je pense qu'il faut mettre le collecteur d'admission en place et ensuite nous serons prêts à poser les joints du collecteur d'échappement. Et voici le collecteur d'admission. C'est ce qui a été démonté. Et il est évident qu'avant le démontage de ce moteur, il n'était pas en très bonne santé. Ce côté de l'admission ressemble à un carter d'huile. Et il y a beaucoup de taches d'huile à l'intérieur. Alors qu'il ne devrait pas y avoir d'huile dans un collecteur d'admission. Cette voiture aurait donc fumé à mort. Quoi qu'il en soit, nous allons la nettoyer. Je vais mettre ça sur le dessus, et ensuite on devra s'occuper de ça. Je vais nettoyer le collecteur d'admission avec un peu de dégraissant. Et j'espère me débarrasser de la plupart des taches d'huile qui ne devraient pas s'y trouver. Une fois que j'aurai fait cela, il me restera encore quelques joints à poser, puis le reste des composants avant de pouvoir poser les deux couvercles de chaque rangée de collecteurs d'admission. La prochaine chose à faire sur le collecteur d'admission, ce sont les injecteurs. Nous avons les anciens ici. Ce sont des Bosch, et ils coûtent environ 30-40 livres l'injecteur, ce qui n'est pas si mal que ça. Mais quand il y en a 12, c'est plutôt mauvais. J'ai donc envoyé ces injecteurs chez AirTech pour qu'ils soient nettoyés, qu'on leur pose de nouveaux joints et qu'on les teste tous. La société AirTech dispose d'une machine très performante qui teste tous les injecteurs. Vous pouvez voir comment ils les nettoient ici. Ils m'ont dit qu'avant, ils étaient en très mauvais état et que ce moteur n'était pas le plus sain. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils nettoient tout, ils mettent de nouveaux joints, puis ils les testent à nouveau pour s'assurer qu'ils sont en parfait état. Et les voilà comme neufs. C'est bien mieux que d'acheter 12 nouveaux injecteurs à 40 livres sterling l'unité. Maintenant, je les fixe à la rampe d'injection qu'ils viennent de mettre en place et qui est maintenue par un petit clip coulissant. Je vais ensuite les pousser dans le collecteur d'admission. C'est la même chose des deux côtés. Et pour ajouter encore plus à cela, il y a d'autres lignes d'aspiration bizarres qui se trouvent sur le collecteur d'admission, des deux côtés, et qui ouvrent une autre sorte de volet papillon à l'intérieur du collecteur d'admission. Peut-être que l'un d'entre vous dans les commentaires pourra me dire ce que fait exactement cette pièce, je n'en étais pas très sûr. Bon, ça se présente plutôt bien. La prochaine chose à faire est de monter les corps de papillon. Chaque côté s'ouvre et se ferme pour laisser entrer de l'air dans le moteur, et si vous vous souvenez de la dernière vidéo, il s'agit des mêmes corps de papillon que ceux utilisés sur une Volvo. Voici un corps de papillon Murcielago, et voici un corps de papillon Volvo. Ils sont littéralement identiques. Mais malheureusement, il y a quelques problèmes qui vont nous empêcher de renvoyer ceux de Lamborghini et d'utiliser ceux de Volvo. Et cela a quelque chose à voir avec le codage de la voiture. Même s'il s'agit d'une Murcielago de 2002, il faut toujours que les corps de papillon soient codés en fonction de la voiture s'ils sont différents. Il est évident que ceux de Volvo seront différents. Ils ont une quantité différente de fils allant dans la prise. Donc peut-être que nous aurions pu faire fonctionner ceux de Volvo si nous savions ce que nous faisions. Mais le problème, c'est que nous ne le savons pas. Et j'ai déjà dépensé l'argent maintenant. Je me suis engagé à le faire. Ces corps de papillon vont être montés. Et je pense vraiment qu'on a suffisamment escroqué Lamborghini jusqu'à présent. C'est juste ennuyeux que nous n'ayons pas pu économiser un peu plus sur ces corps de papillon. Mais maintenant, nous venons d'atteindre le moment monumental numéro 2. Le moteur, la boîte de vitesse, le différentiel arrière et le collecteur d'admission sont tous boulonnés ensemble pour la première fois en 7 ans. Et pour compléter le tout, nous relions maintenant le faisceau électrique qui relie tous les injecteurs et tout ce qui se trouve autour du collecteur d'admission, pour nous faciliter un peu la vie lorsque nous mettrons le moteur dans la voiture. Le bloc moteur, le collecteur d'admission, les corps de papillon et une partie du faisceau électrique sont tous connectés et ont l'air absolument massifs. La prochaine chose à faire est le collecteur d'échappement. Et Fabien a livré le matériel de joints d'échappement, qui sont faites avec ces feuilles de métal. Je crois que c'était environ 40 livres, et on en a déjà utilisé 4. On a découpé le gabarit, enfin mon père est en train de découper le gabarit pour le collecteur d'échappement. Et voici quelques-uns qui ont été faits plus tôt. Assez discutable. Nous y voilà. Parfait. Ce capteur ici est en fait un capteur de pression du collecteur. Il se branche ici et ce tuyau s'en détache.
Le collecteur se boulonne là-dessus, comme ça. Et ensuite, il y a une ligne qui se connecte au collecteur d'échappement ici, que nous n'avons pas. Et d'après son apparence, il semble que ce soit une ligne de frein. En fait, en regardant le diagramme, on dirait juste une ligne de cuivre. Et j'ai un peu de ligne de cuivre qui traîne, que j'ai déjà utilisé pour des freins. Je vais donc essayer de fabriquer mon propre câble de pression du collecteur d'échappement pour la Lamborghini Murcielago. L'outil que j'utilise maintenant est une sorte d'éperon de la conduite de frein, comme il le ferait sur une conduite de frein normale. Vous pouvez le voir ici. Et cela devrait se visser dans le collecteur d'échappement. Je suis presque sûr que le rôle de ces capteurs est de détecter la pression entre les collecteurs et les convertisseurs catalytiques. Si les catalyseurs sont bloqués, il y a plus de pression, ce qui entraîne un défaut. Et apparemment, il semble faire son travail, mais je suppose que nous ne saurons pas s'il fonctionne correctement tant que nous n'aurons pas fait tourner le moteur. Et je suis si heureux que nous installions le moteur d'échappement maintenant et non pas lorsqu'il est dans la voiture. Parce que ça aurait été un travail difficile et tellement long et fastidieux à faire, alors que c'est un travail plus facile à faire quand le moteur est en dehors de la voiture, car on ne peut faire qu'un demi-tour de clé à la fois. Je m'ennuie. C'est ennuyant. Ennuyant, ennuyant, ennuyant. Après avoir serré les boulons du collecteur, j'ai pu couper la nouvelle conduite de pression du collecteur, que j'avais fabriquée auparavant. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne façon de procéder, mais ça a fonctionné. Après cela, il suffit de glisser un tuyau en silicone qui se connecte au capteur, et nous sommes à peu près prêts à partir. En y repensant maintenant, Lamborghini aurait facturé 50 livres pour le tuyau de droite et 188,20 livres pour le tuyau de gauche, ce qui m'a permis de faire une belle économie. Si ça marche. Une chose que je veux faire avant de monter le moteur est de vider l'huile du différentiel arrière, car j'imagine qu'elle n'a pas été changée depuis longtemps, et de le remplir avec de la 75 W90 toute fraîche. Il y a 2 bouchons sur le différentiel arrière, l'un est le bouchon de vidange, l'autre est le bouchon de remplissage. Et tout ce qu'il faut pour le remplir, c'est continuer à mettre du 75 W90 jusqu'à ce qu'il commence à sortir par le bouchon de remplissage. Et c'est exactement la même chose pour la boîte de vitesse, en dehors du fait que la boîte de vitesse prend beaucoup plus d'huile que le différentiel arrière. Voilà, nous y sommes. Le moment que nous attendions tous depuis que nous avons récupéré ce moteur et que nous l'avons reconstruit. Le mettre dans la voiture sera un petit coup de pouce pour l'homme et un coup de pouce géant pour l'humanité. Bienvenue au moment fort numéro 3. Le moteur V12 Murcielago est sur le point de ne faire qu'un avec la voiture après 7 ans de séparation. Il a été reconstruit par Armstrong et son fils, qui n'avaient aucune expérience des moteurs Lamborghini auparavant. J'espère vraiment que ça va marcher. En raison de la taille du moteur et de la boîte de vitesse, nous devons procéder d'une manière très étrange. Nous le soulevons à l'aide d'une rampe à 2 poteaux, puis nous tirons la voiture vers le moteur. Ensuite, la boîte de vitesse doit glisser dans le tunnel de transmission, ce qui signifie que nous devons incliner le moteur à un angle très étrange. Puis ensemble, nous allons lentement le guider en place pour qu'il s'insère sur les 2 supports inférieurs du moteur. Nous sommes donc sur le point d'installer les supports de moteur. On est si près du but, on a juste besoin d'une entretoise. Je pense que c'est ce que fait Lamborghini. Et on pourra ensuite installer les boulons. Oui! Oui! Oh, j'y crois pas. Le moteur se trouve dans la Lamborghini Murcielago. Génial! Une étape importante a été franchie, et si vous voulez être le premier à tourner la clé de la Lamborghini Murcielago, vous devez vous procurer un sweatshirt Save the Manuals. Vous pouvez voir mon père en porter un. Regardez, il est tout là-bas. Et vous serez le premier à tourner la clé. Allez en chercher un parce que dans le prochain épisode, vous serez peut-être en train de tourner la clé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et donnez-moi un like, et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Peace out. Ça semble pas correct. Pourquoi on n'a pas travaillé comme ça depuis le début?